Bien, merci. Bonjour à tous. Et tout d'abord, encore une fois, merci pour cette invitation à participer à ce séminaire. Il me semble que c'est la première fois pour l'Office, mais pour autant sur un sujet d'importance pour l'Office central de lutte contre le travail illégal, qui est très investi sur tout ce qui touche à la PSI, au détachement, à la pure activité, on l'a évoqué, au travers notamment des nombreux dossiers qu'il traite en la matière. Alors peut-être que dans un premier temps, est-il nécessaire que je présente en quelques mots cette unité correspondante régulière des deux organismes précédents, le GENVAC et l'ACOS, dont je salue au passage les intervenants. Déjà, il faut prendre en compte que l'Office central de lutte contre le travail illégal est un service de police judiciaire relativement jeune, puisqu'il vient il y a peu de fêter ses 15 ans d'existence. Donc vous voyez, 15 ans, c'est quand même pas énorme. Et il est composé d'une quarantaine d'enquêteurs, disposant d'une compétence nationale, d'où un rayonnement assez large, mais aussi d'agents de l'inspection du travail et de l'URSSAF, dont la complémentarité intrinsèque, mais je dirais pas exclusive, puisqu'on travaille énormément aussi avec tous les services partenaires, qu'ils soient départementaux, régionaux ou autres, mais qui permet d'aborder déjà l'ensemble du contentieux dans sa globalité. Alors ça, bien évidemment, le travail illégal et sous ses différentes formes, mais aussi la fraude sociale ou les formes graves d'exploitation par le travail. L'OCLTI, c'est à la fois une unité d'appui, on l'a évoqué, une unité d'appui pour tous les services d'enquête, police, gendarmerie, douane, mais aussi pour l'ensemble des partenaires, encore une fois, que ce soit la DGT, l'URSSAF, la MSA ou bien d'autres, tous ceux concourant en fait à la lutte contre le travail illégal. C'est également et même pour beaucoup, je dirais, par rapport au temps consacré, une unité d'investigation pour le traitement des enquêtes. Alors, soit qu'il dirige ou qu'il prend à son compte dans la conduite des investigations, ou auquel il participe, suivant les modalités qui peuvent être définies, soit avec les magistrats ou les services associés, si tant est qu'ils avaient déjà ces dossiers en compte avant l'arrivée de l'Office. Alors, ces critères de saisine visent particulièrement les qualifications les plus graves, on comprend bien évidemment, qui a trait à son champ de compétences, et je mets en premier lieu tout ce qui touche à la délinquance ou la criminalité organisée, mais aussi tout ce qui a trait aux schémas de fraude les plus complexes ou les enjeux les plus importants en termes de préjudice financier notamment. Alors, il travaille sous la direction de toutes les juridictions, d'où sa compétence nationale, que ce soit au niveau du parquet ou de l'instruction, même si il est vrai que de plus en plus on dénombre des dossiers GIRS, qui sont issus donc de juridictions interrégionales spécialisées, et même de la Junalco, qui a une cotation criminalité organisée au niveau national, avec un volet à l'international qui est omniprésent. Et je reviendrai tout à l'heure concernant la coopération. Alors, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que même si depuis 2 ans, je dirais maintenant, on traite de plus en plus de faits de fraude aux prestations, et notamment le chômage partiel en est une illustration aujourd'hui, ou même d'exploitation grave par le travail. C'est vraiment un domaine dans lequel on s'oriente énormément au regard des constatations qu'on peut être amené à faire. La part des dossiers relatifs à la prestation de service national reste très importante. Franchement, leur intérêt est très importante, au point qu'il y a pas si longtemps, en fait, l'Office avait dans son portefeuille d'enquête à peu près la moitié de ce type de dossier, quel que soit le secteur d'activité concerné. Donc, pour dire un petit peu la proportion que ça peut prendre aussi en termes de temps consacré à ce sujet. Sur ces moyens d'investigation, ils sont bien sûr communs à tous les services d'enquête, bien évidemment, et tout en utilisant, je dirais, chaque fois que possible, tout ce que les dispositions procédurales spécifiques permettent, et là aussi j'y reviendrai, notamment aux évolutions qu'il y a pu y avoir ces dernières années et qui sont extrêmement importantes dans la conduite des dossiers. Une de ses forces, on parlait de partenariat, il est à tous les niveaux, c'est de pouvoir s'appuyer ou de travailler de concert avec les unités plus locales. Encore une fois, que ce soit police ou gendarmerie, c'est un office, donc on traite avec ces deux services, y compris la douane,
mais aussi avec les services partenaires. Et là, c'est hyper important puisqu'ils sont systématiquement associés au contrôle opéré, qui permettent de matérialiser les faits. Et ça, dès les premiers stades de l'enquête ou des investigations. Mais j'y reviendrai encore un peu plus loin s'agissant de ces deux critères. Donc, par contre, ce qui va aussi, on parlait de recouvrement tout à l'heure avec Monsieur Delachery, un autre aspect important dans l'appréhension des dossiers concerne l'approche patrimoniale. Effectivement, quand on imagine un petit peu l'objectif recherché par les auteurs de ces fraudes, pour avoir un coût du travail moins cher, et de façon à pouvoir récupérer peut-être une partie au moins des sommes détournées, notamment pour les organismes victimes, des investigations sont systématiquement menées en parallèle des chiffrages des produits qui sont générés ou des préjudices qui sont causés, des chiffrages qui sont réalisés soit par l'inspection du travail si c'est un préjudice salarial, soit par les URSSAF ou la MSA s'il s'agit d'un préjudice social, mais y compris aussi pour l'administration fiscale s'il s'agit d'un préjudice fiscal. Donc, partie de là, il y a des saisies qui sont alors réalisées, y compris auprès des donneurs d'ordre. On l'a évoqué tout à l'heure, au titre de la solidarité financière, à charge pour nous de démontrer leur implication ou leur négligence en la matière, et pour des montants qui peuvent atteindre sur un dossier parfois plusieurs millions d'euros, suivant les préjudices ou les périodes sur lesquelles la fraude a été commise. Donc, vous voyez, un aspect qui était très important dans ce domaine-là, notamment sur l'aspect recouvrement par la suite. Et enfin, une de ces priorités, et de plus en plus au cours de ces dernières années, même si je digresse un petit peu par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que si on veut s'appuyer aussi sur les services locaux et sur les différents partenaires, ça nécessite de pouvoir les associer, mais aussi les former. Ce qui veut dire que l'Office investit de plus en plus dans la formation continue des personnels, là encore, des différents services d'enquête, et contribue aux formations continues qui peuvent être mises en place par l'inspection du travail, avec un cursus qui est régulièrement adapté suivant l'évolution de la réglementation. Et par exemple, qui a vu notamment cette année la durée d'un stage d'une semaine multipliée par 2. Donc 2 semaines, ce qui n'est pas rien quand il s'agit d'avoir les gens en présentiel, qui est notamment le stage enquêteur spécialisé travail illégal et fraude, au sein duquel d'ailleurs un volet spécifique est dédié à la prestation de services international, où on essaye un petit peu de balayer toute la réglementation et tous les schémas de fraude qu'on peut être amené à constater, avec des exercices pratiques de dossiers qui sont réalisés avec les stagiaires, de façon à leur donner un petit peu tous les clés et une espèce de boîte à outils qui leur permettra à la fois de traiter ces dossiers de façon plus autonome, ce qui nous permettra à nous dégager de certains dossiers possibles, voire peut-être de les associer quand il s'agit de faits pour lesquels l'Office est saisi et qui peuvent donc être touchés localement. Donc, vous voyez toujours cette volonté d'apporter cet appui local et de travailler de concert avec les différents services ou partenaires. Alors, sur le sujet qui était évoqué, notamment quel succès et quelles difficultés peuvent à la fois obtenir ou rencontrer l'Office. Alors, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà été évoqués par les intervenants précédents. Des difficultés, il en existe, même si les choses, on sent que les lignes bougent, les choses s'améliorent, mais il y a encore des difficultés qui demeurent. Ils sont communes à bien des services ou organismes qui traitent de ces mêmes thématiques. C'est parfois l'accès aux données. Encore une fois, on peut peut-être un petit peu plus maintenant pouvoir accéder aux bases de données des uns et des autres, mais encore pas à toutes, ou pas complètement de manière autonome, ce qui fait qu'on n'a pas forcément un accès immédiat, à la fois dans la consultation, mais comme on le disait tout à l'heure, ça suffit pas, et aussi dans l'exploitation, et dans tout ce qui permet un petit peu de pouvoir en tirer de ces données qui nécessitent sans arrêt de pouvoir interroger encore plus en profondeur tout ce qui peut intéresser à la matérialisation des faits.
C'est aussi la complexité de la réglementation. Alors, il y a eu des choses qui ont changé, hein. On l'a vu au niveau du travail, hein, par rapport au pacte mobilité notamment. Il y a un sujet qui est en cours, hein, concernant le volet social, avec peut-être une modification du règlement de coordination, hein, que nous, forcément, on incite, hein, en ce sens, hein, de façon à pouvoir faciliter l'action des différents intervenants dans la compréhension, dans la démonstration des situations. Et là, on parlait tout à l'heure notamment de la pluriactivité, qui est effectivement une notion qui est quand même pas facile à maîtriser, hein, ou à démontrer encore, ou aussi des sujets qui manquent parfois de concordance, hein, suivant ce qu'on traite, notamment sur les différents volets. On parle du volet travail, du volet social, du volet fiscal. Hein, c'est vraiment des piliers qu'on essaye, nous, de traiter de façon simultanée dans le cadre des dossiers, dans la mesure où le sujet mérite de s'y attacher. Hein, et quand on voit un petit peu les différences qui sont propres à chacun de ces volets-là, c'est pas toujours facile d'apporter une démonstration qui soit complète pour les uns ou pour les autres. Hein, sur un autre aspect, les difficultés aussi qu'on peut être amené à rencontrer, c'est indéniablement l'ingéniosité que démontrent, hein, souvent les mises en cause dans la constitution des schémas de fraude. Hein. Ils apprennent aussi de leurs erreurs en fonction des avancées ou de ce qu'on peut nous déterminer. Hein. Donc il y a des choses ou des façons de faire qu'ils corrigent. Hein, et pour autant, l'intention peut-être un petit peu de fraude demeure, hein, mais peut-être sous un autre angle. Donc à nous aussi de nous adapter par rapport à tout ça, hein, et d'aller un petit peu plus en profondeur des vérifications qu'on peut être amené à faire, et notamment par rapport à la mise en place, hein, qui peuvent être amenés aussi à réaliser de sociétés écrans. Hein, ou en multipliant les structures à l'international, qui fait que d'un pays à l'autre, avec une coopération qui est peut-être un petit peu différente, hein, c'est pas toujours facile d'obtenir les éléments et de pouvoir contrecarrer une situation qu'on estime un petit peu fraudeuse par rapport au schéma qui a été mis en place. Donc tout ça, forcément, crée toujours un peu de difficultés, même si, encore une fois, il y a quand même des avancées non négligeables. Sur un autre aspect, je dirais aussi, on parlait tout à l'heure de la complexité des textes, hein, qui est bien évidemment un gage important de la matière, mais c'est aussi les enjeux financiers, hein, qui peuvent être encourus, à la fois bien évidemment pour les entreprises concernées, hein, mais aussi pour les pays, hein, les pays où appartiennent ces entreprises, hein, et ces enjeux sont parfois tels que la loyauté qu'on évoquait tout à l'heure, et qu'un principe, hein, fondamental sur lequel forcément aussi les pays doivent répondre, hein, mais qui est attendu, hein, dans l'examen des cas qu'on peut soumettre. Cette loyauté est parfois toute relative, hein, sachant que l'appréciation des situations exposées n'est pas toujours conforme au constat que l'on peut réaliser, hein, et notamment les délais qui sont mis en œuvre pour les réponses, hein, qui sont particulièrement longs par moment. Alors c'est la procédure qui le veut aussi, mais c'est vrai qu'on est aussi sur des dossiers complexes, qui fait que ces délais initiaux sont souvent aussi rallongés d'autant. Hein, mais des fois même si tant est qu'on ait des réponses de leur part. Quoique maintenant, avec la jurisprudence en la matière, en l'absence de réponse, je pense qu'on peut plus facilement demander ou imposer le retrait des certificats 1. Donc là, c'est vraiment une difficulté que l'on rencontre assez régulièrement dans le traitement de ces dossiers, notamment sur le volet social. Alors ce temps, effectivement, c'est un temps après lequel on court régulièrement, hein, que ce soit déjà au niveau de la saisine. Hein, c'est un temps qui est souvent très long entre les premiers contrôles qui peuvent être réalisés par les services, soit de l'inspection du travail, soit des URSSAF. Hein, et la phase de poursuite, hein, notamment parce que il y a des délais incompressibles, déjà de constitution des dossiers, de saisine au niveau des magistrats, de traitement d'enquête, hein, et puis c'est aussi un temps qui s'allonge dès qu'on est à l'international, et je parlais tout à l'heure dès qu'on a plusieurs pays concernés avec des structures qui sont créées ici ou là, forcément ce sont des délais qui s'allongent.
Et ce temps, Monsieur de Hachery l'a répété tout à l'heure, ça rend difficile un petit peu la régularisation des situations, hein, et en particulier pour les principaux concernés que sont les travailleurs. Hein, parce que tout ça derrière, effectivement, c'est des droits auxquels ces personnes-là peuvent prétendre et doivent prétendre, hein, à l'instant T, hein, par rapport à ce qu'ils n'ont pas, ce qui ne leur sont pas, ce qui leur sont pas octroyés, mais aussi dans la durée, hein, en termes de retraite notamment. Alors, bon, ça, il s'agit de quelques difficultés, hein, la liste n'est pas exhaustive, hein, bien évidemment, mais pour autant, les avancées sont réelles, hein, et nous encouragent véritablement à poursuivre. Ce sont les évolutions juridiques, hein, qui ont été portées, hein, notamment on parlait tout à l'heure de tout ce qui était trait à la criminalité organisée. La bande organisée permet des possibilités d'action en matière d'investigation, hein, que l'on n'imaginait pas utiliser pour ce type de contentieux et qui sont souvent porteurs d'excellents résultats. Un travail partenarial, hein, bien évidemment, on le soulignait tout à l'heure, et je dirais même au niveau national, hein, avec des évolutions qu'on a pu connaître, avec notamment des évolutions procédurales, notamment par rapport à l'article 28 du CPP, hein, qui permet à un magistrat maintenant de co-saisir des services partenaires, des services d'enquête, bien évidemment, mais aussi des services partenaires tels que l'URSSAF ou l'inspection du travail, de façon à pouvoir concourir simultanément à la démonstration des schémas de fraude. Hein, puis il y a bien évidemment au niveau international où le volet s'est trouvé notamment accentué avec des positionnements beaucoup plus visibles de l'Office ou des différents services d'enquête, hein, notamment au niveau d'Europol et Eurojust, hein, avec notamment aussi la création d'équipes communes d'enquête, hein, qui permet de pouvoir travailler sur des dossiers à la fois d'un côté et de l'autre de la frontière de façon simultanée, hein, ou par des échanges bilatéraux avec des déplacements d'enquêteurs si besoin. Et un des exemples concrets qui a été évoqué par Agnès Leroy, ça concerne les JAD, hein, les journées d'action commune, hein, qui sont relatives à des contrôles coordonnés au niveau européen et axés sur la lutte contre les formes graves d'exploitation par le travail, mais qui sont aussi régulièrement une des conséquences, hein, qu'on peut observer lors de la migration des travailleurs, hein, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Alors, juste deux dossiers emblématiques. Alors, c'est vrai que l'Office traite énormément de dossiers qui ont trait à des entreprises de travail temporaire étrangères, hein, qui sont très présentes sur le territoire français. Hein, l'une d'elles a encore fait parler d'elle au cours de l'année passée, dans un contexte sanitaire difficile, mais aussi éprouvant pour les travailleurs concernés. Et bon, là, dont on attend avec impatience. Dans ces prochaines semaines, les décisions qui pourront être rendues sur des dossiers précédents. Un autre sujet évoqué par M. Dachery, ça concerne tout ce qui est fraude à l'établissement dans le domaine aérien. Alors, bien évidemment, beaucoup moins marqué dans la période actuelle, hein, mais vous voyez, dont on peut obtenir des fois un résultat significatif et peu banal. Et je donne pour exemple sur un dossier traité en 2019, hein, qui a conduit à la saisie d'un Boeing 737. Vous voyez comme quoi on peut arriver à des résultats tout à fait intéressants. Alors pour conclure, je dirais que modestement, hein, bien évidemment, et avec l'ensemble de ses partenaires, l'Office tente de maintenir un certain ordre économique et social, hein, dans les dossiers qu'il est amené à traiter, en essayant de faire bouger les lignes, hein, si nécessaire. Hein, il y a quelques propos qui ont été aussi rapportés par Agnès Leroy, hein, avec un guide constant, hein, qui est celui de la préservation des droits du travailleur.